Quoi de mieux qu'une belle fin d'après-midi d'août pour faire une revue automobile? Cette semaine, j'ai le Lexus TX500H. C'est pas le 550H+, parce qu'en réalité, il n'existe plus au Canada pour l'année modèle 2025. C'est la première fois que je prends beaucoup de temps là, avec cette nouvelle motorisation-là qui vient de chez Toyota. On va regarder si ça vaut vraiment la peine un mastodonte Lexus comme celui-ci. Est-ce que cette motorisation-là a vraiment sa place chez Lexus? Allons-y. Commençons la revue par l'extérieur. Vous allez reconnaître la signature typique Lexus, là, le devant, une grille qu'on appelle en anglais spindle, assez imposante. Puis évidemment, un véhicule Toyota, toujours plaqué de l'Ontario. Plaque D, DDFL 510. Pour avoir resté en Ontario, là, lorsque tu arrives dans les plaques D, c'est parce que tu es rendu dans les plaques là, vraiment hautes dans la série. Puis là, je vais vous montrer le profil. Vous allez vous dire, Alexandre, mais qu'est-ce que c'est ça, ce véhicule-là? C'est assez gros. Là. On parle d'un véhicule là, de plus de 5 mètres de long et l'empattement là, est autour de 3 mètres. Donc, c'est pas un petit véhicule, même que des fois, on peut le confondre là, pour un Toyota Sequoia. Donc, pour un véhicule là, monocoque là, sur une plateforme automobile, c'est assez imposant. Je pense que le plus beau aspect du TX, c'est l'arrière. On a une barre là, qui fait toute la largeur du véhicule. On a un look très carré. Puis moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Gris mat là, qui me fait penser à la couleur Nardo gris qu'on voit là, chez Audi. Puis là, pneumatique, là, on est sur des roues là, noires de 22 pouces. Ouf, hein, parce qu'on est dans la version la plus équipée, le Luxury Package, F-Sport, toute la patente. Quand même, félicitations à Lexus, là, on a des freins là, de bonne taille, ce véhicule-là. Là, on voit là, des freins là, à 3 pistons. Il faut se parler de quelque chose avec le TX. La qualité de l'assemblage du véhicule est assez moyenne, même que certains endroits, c'est décevant, même que ça fait office de problème. Regardez-moi ça ici. Là. Ça ici, ça bouge. Ça me surprend un peu. Les panneaux sont pas tous super constants d'un point de vue de l'alignement. Ici, c'est beaucoup plus large qu'ici. Je vois plein de choses sur ces véhicules-là, puis ça me surprend. Lexus est supposé être la crème de la crème d'un point de vue de qualité initiale. L'assemblage, puis les véhicules assemblés au Canada, Lexus, sont irréprochables, mais là, on est devant un véhicule assemblé aux États-Unis, puis j'ai de la difficulté à croire que Lexus a laissé passer ça. Regardez la porte ici là, pour ravitailler le véhicule. Regardez-moi l'espacement ici, on touche presque à la peinture de la carrosserie. Puis là, de ce côté-là, c'est super large. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le dis, je comprends pas, là. Je veux dire, Toyota et Lexus Canada nous parlent de la qualité de leur véhicule, puis souvent, je veux dire, ils se trompent pas, mais là, ici, je suis un peu perplexe. La console bouge énormément. Je veux dire, ça doit être la console du Grand Highlander, mais c'est pas acceptable d'avoir de quoi d'aussi facile à bouger. Au-dessus des bouches d'aération, vous voyez, c'est mou, puis là, on tape, c'est pas extra. Et regardez-moi ça ici. Mais que se passe-t-il? Un autre aspect dans l'intérieur, regardez-moi comment ce composant-là bouge. Commençons maintenant là, notre tour de l'intérieur, espace cargo, tout ça. Donc, on va ouvrir le haillon. Le haillon ouvre vite, l'ouverture est grande, c'est bien. Là, vous voyez, vous avez mon sac. Puis quand même une belle touche. Une prise 1500 watts, 120 volts ici. Fait que là, je suis en train de recharger là, la batterie là, de la caméra que vous êtes en train de regarder. Puis aussi dans cette version-là, là, vous pouvez là, sans problème rabattre la troisième rangée, mais c'est d'une lenteur incommensurable. Pas juste Lexus qui est lent comme ça, mais c'est lent, c'est lent. Mais lorsqu'on se rend là, vous avez un espace cargo qui est, ma foi, très généreux. Puis ce qui est impressionnant de cette plateforme-là, puis on le remarque aussi dans le Grand Highlander, c'est la hauteur de la cabine. Donc on peut loger, là. Ça monte, puis ça se termine de façon assez carrée. Là. On a un petit angle, là, mais c'est presque rien. Donc de ce côté-là, là, c'est excellent. On va aller voir la deuxième rangée, de comment ça se dessine. Siège capitaine, là, parce qu'évidemment, on est dans la version la plus équipée de ce véhicule-là. Pour ce qui est des sièges, là, évidemment, dans le segment précédent, j'ai parlé que la qualité laissait à désirer, mais tout ce qui est surface que l'on touche, je vous dirais que la qualité est irréprochable. Puis il y a des touches intéressantes. Là. Vous avez un contrôle là, pour la climatisation arrière ici. Les sièges sont chauffés et ventilés à l'arrière. Ça me fait un peu penser au Ioniq 9. Et vous avez aussi là, prise 120 volts. Entre les deux sièges, vous avez une console qui se retire. Puis là, ce que vous allez avoir là, ici, c'est un point d'accès, la batterie là, du système hybride là, est derrière et sous la deuxième rangée. Honnêtement, deuxième rangée, super confortable. On a un accoudoir. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que comme dans plusieurs véhicules, là, on a là, la petite toile ici là, pour créer de l'ombre pour les enfants. C'est déjà intégré, c'est super, mais honnêtement, j'ai rien à dire. Siège, rappel à ressort, c'est une poignée qui nous permet d'ajuster le siège. Merveilleux.
Je peux aussi avancer le siège là, de façon assez importante. Mais deuxième rangée, c'est exquis ici. Pour accéder à la troisième rangée, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur ce bouton. Et ce n'est qu'un déclencheur, là, un rappel par ressort. C'est ce que j'aurais voulu voir dans le Ioniq 9. Je vais maintenant prendre place à la troisième rangée. Et je ramène la deuxième rangée là, et je l'ai ramené à un point où j'ai plus d'espace pour mes jambes. Super important, je peux mettre mes pieds sous le siège, c'est bien. Mais regardez, là, mes jambes sont assez relevées. Donc ici, là, on aurait peut-être apprécié que le siège soit plus haut. Mais bon, là, il y a probablement des contraintes d'ingénierie ici. Mais pour ce qui est de dégagement à la tête, c'est excellent. Je vois loin et on a un bouton qui permet d'incliner ce siège sans problème là, pour maximiser le confort des passagers à l'arrière. On est maintenant assis dans le poste de pilotage du TX. À première vue, lorsqu'on regarde là, toutes les surfaces de contrôle, on est dans un typique véhicule Lexus. Tout ça, c'est impeccable d'un point de vue de la qualité des matériaux, des surfaces que l'on touche. Ici, au moins, surface moussée, c'est impeccable. Ça, ce cuir-là est d'une douceur là, impressionnante. J'aime beaucoup les nouveaux contrôles de fenêtre Lexus. Ça, c'est excellent. Ça, j'aime bien aussi, c'est bien positionné, mémoire là, des sièges. Enfin, on peut le faire en roulant. Beaucoup de constructeurs, tu peux pas. Et ça, ici, on a combiné l'instrument typique qu'on voit maintenant dans tous les produits Toyota. Vous irez voir mes autres vues, là. Il est personnalisable. Moi, je l'ai mis dans la fonction que je voulais. Et sinon, ici, là, on a le système d'infodivertissement Lexus qui fonctionne bien. C'est une copie de ce qu'on voit maintenant chez Toyota. Puis là, on a des petites touches à la Ford Mustang Mach-E ici, là. C'est à l'intérieur de l'écran, on a la petite molette. Ça fonctionne bien. Système de navigation, c'est pas le meilleur, mais on a Android Auto sans fil, CarPlay sans fil qui fonctionne à merveille. Fait que j'ai rien à dire ici. Très personnalisable ici dans le système d'infodivertissement, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est facile à utiliser. Il y a des menus rapides ici aussi pour vos modes de conduite. Ça répond quand même bien. Fait que de ce côté-là, moi, j'ai pas vraiment de critique. C'est très traditionnel Lexus Toyota. Vous avez votre chargeur de téléphone sans fil et vous pouvez pousser là, pour avoir accès à de l'espace de charge, de l'espace de rangement, c'est bon. Les porte-gobelets intéressants peuvent être retirés. Là, il y a un petit bouton. Puis ça peut être réarrangé comme vous voulez, j'aime bien. La console, même si elle bouge, c'est une console qui rouvre papillon, très profonde, donc quand même, hein, c'est bien. Et d'un point de vue de levier de vitesse, c'est le levier de vitesse maintenant qu'on a dans toute la gamme Lexus. Déception, j'aurais aimé avoir un bouton pour changer les modes de conduite. Ici, il faut plutôt aller dans l'écran ou personnaliser un de ces boutons, le tactile, qui répète une image que vous ne verrez peut-être pas. Ah oui, vous la voyez. À l'intérieur de l'affichage tête haute, voyez-vous, j'ai mon mode le custom. Puis là, on peut changer les écrans, appeler la caméra. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il faut s'habituer, mais ça fonctionne bien. Point positif dans le TX, confort des sièges, princier, c'est excellent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette édition F-Sport, regardez-moi le support latéral dans ces sièges-là. C'est surprenant pour un véhicule qui est quand même gros, qui n'est pas axé sur la performance. On est vraiment bien assis. Puis ce qui est impressionnant de Toyota, c'est là qu'ils font vraiment du bon travail. Pas beaucoup de positions, ce siège-là. Support lombaire fixe, dossier, puis après ça, avancer, reculer, monter, c'est assez de base, mais en réalité, c'est vraiment le siège qui a été bien conçu, puis les matériaux sont excellents. Fait que, comme voyez-vous, c'est comme un peu... Il y a des composants de ce véhicule-là que c'est médiocre, puis il y en a que c'est excellent. C'est vraiment spécial comme véhicule. Puis regardons ici notre étiquette Toyota Motor Manufacturing Indiana aux États-Unis. Puis c'est, regarde le numéro de série, 7478e de la série. Et c'est un véhicule qui pèse 2250 kg. Bon, le point central de cette revue, la motorisation. Qu'est-ce qu'on a sous le capot du Lexus TX 500H? On a un moteur 2.4 litres turbo compressé, un moteur Toyota très avancé qu'on a déjà essayé. Puissance quand même assez adéquate de ce côté-là. Et sous un peu toute la tuyauterie et les câbles ici, on a une transmission automatique 6 vitesses. Puis là, vous allez me dire, Alexandre, c'est un hybride, c'est pas un système ECVT Toyota. Non, puisque cette version-là hybride est plus axée sur la robustesse, la performance, ça prend une transmission automatique avec des vrais rapports. Mais il y a quelque chose de super important. Entre la transmission automatique et le moteur thermique, vous allez avoir deux accouplements multiplate à multidisques, comme on verrait dans une motocyclette, un système 4 roues motrices de véhicules thermiques, et ou d'autres transmissions automatiques telles que les transmissions automatiques AMG Speed Shift. Et entre ces deux accouplements-là, vous allez avoir un moteur électrique d'à peu près 80 chevaux
Et c'est ça la partie hybride. Il n'y a qu'un seul moteur électrique à l'avant et l'essieu arrière là, pour les 4 roues motrices va avoir lui aussi là, un moteur là, dans le même ordre de puissance. Donc vous avez 4 roues motrices, mais c'est 4 roues motrices électriques. C'est quelque chose que Toyota fait maintenant là, partout là, dans sa gamme. Ça, c'est la propulsion principale. On peut, là, pour des très courtes distances à très basse vitesse, là, avancer sur le pouvoir électrique seulement, mais c'est pas ça la priorité. Puis la 6 vitesses fait d'office de transfert de puissance jusqu'aux roues avant. Puis ça nous donne un effet là, plus constant. Puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça permet aussi au véhicule d'avoir une capacité de remorquage là, de 5000 livres, là, 2000 quelque chose kilos. Mais c'est pas mal ça. Puis c'est un système là, avec une puissance maximale de 366 chevaux et 406 livres-pieds de couple. Donc c'est quand même assez substantiel ici. Mais pour ce qui est de la consommation d'essence, on est dans le 8,5, 8,9 litres au 100 pour ville, autoroute combinée. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de marches au ralenti. Je suis en ville, je vois plus du 12, mais j'ai fait énormément de marches au ralenti avec le moteur qui cycle entre allumé ou éteint. Sur l'autoroute, j'ai vu du 7,8, 8 litres au 100. Donc, ça fait du sens, mais consommation en ville, je ne crois pas là, à la cote là, autour là, de 8,7 litres au 100. Un détail assez particulier dans le Lexus TX, c'est qu'à l'arrière de ce mastodonte-là, nous avons une direction arrière. Là, vous voyez le module ici là, qui permet de pousser là, cette barre ici là, qui s'en va dans le moyeu là, de la roue arrière. Là, et de l'autre côté, vous voyez la même chose. Qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet là, de réduire considérablement le rayon de braquage de ce véhicule-là. Et ma foi, pour un immense véhicule, j'ai jamais eu de difficulté à le positionner dans un stationnement et à le stationner. Ça, c'est impressionnant. Lexus, dans sa documentation, dit que ça améliore aussi la tenue de route à haute vitesse. Je n'ai pas vu de différence. C'est un véhicule qui est assez mou. Pour ce qui est de la maniabilité à basse vitesse, c'est assez impressionnant. Et ce composant n'est que disponible sur les versions les plus luxueuses du TX. On ne voit pas ça non plus là, sur le Grand Highlander. Le début de la revue est un peu difficile, là, comme vous avez pu voir. Hein? Certaines choses doivent être adressées ici. Déception. Mais derrière le volant, c'est mieux. Par chance, on va se rattraper un peu là, pour le reste de la revue, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une note parfaite. Le convertisseur de couple là, de la transmission automatique a été remplacé par un moteur électrique là, et des embrayages multi-plate, là, comme on dit en anglais. Ce qui fait que, dans le fond, le moteur électrique là, fait office de générateur, de moteur de propulsion et aussi permet là, de démarrer le moteur thermique. Là, en ce moment, je décélère. Puis, dans le fond, là, on est en train de recharger la batterie là, de 1,1 kWh qui est sous les sièges de la deuxième rangée, comme n'importe quel véhicule hybride Toyota. Mention ici qui est à améliorer, mais ça, c'est ma perception. Je pense qu'on devrait augmenter un peu le freinage régénératif. Là, il est très, très timide. Lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, il augmente, mais je pense que ça serait correct là, que Toyota puisse offrir une option où on peut augmenter la puissance de ce freinage-là, parce que plus ça va, plus les véhicules hybrides là, offrent là, un freinage régénératif là, un petit peu plus soutenu. Ce qui est impressionnant dans cette motorisation hybride-là, c'est vraiment la douceur des changements de mode de propulsion. Là. Le décollage se fait là, très rapidement. Il y a beaucoup de couples. Là. On a un moteur électrique en avant, un moteur électrique à l'arrière. Puis c'est vraiment toujours, c'est comme ça que le véhicule va décoller. Propulsion électrique, le moteur à essence va démarrer. Puis là, après ça, tout est mélangé. Puis il y a beaucoup de reprises. La puissance y est, là, on est là, dans le 360 chevaux et plus, puis on a là, plus de 400 livres-pieds de couple. Donc, honnêtement, ça déménage. Ce que je trouve intéressant, cette motorisation-là, ça ressemble à la puissance d'une motorisation V8. Puis on pourrait reculer là, de 10-15 ans. Un véhicule de ce gabarit-là aurait une motorisation V8, la aspiration naturelle, dans ces puissances-là, mais consommation d'essence qui serait quasiment le double de ce qu'on verrait là, du point de vue là, de la cote NRCan. On a vu ça, Toyota, nouveau système hybride, 2,4 litres, là, il l'appelle Hybrid Max du côté de Toyota. Puis Lexus, il appelle ça Direct 4. Voyez-le pas comme une option pour économiser du carburant, voyez-le comme une option de remplacement de moteur V6 avec une économie d'essence décente. C'est réellement ça ici. Là. Mais c'est vraiment pas là, la motorisation hybride qu'on verrait dans le Grand Highlander, qui serait le 2,5 litres, la SICK Atkinson, avec la ECVT, le double moteur Toyota, plus le moteur à l'arrière. Point de vue de comportement routier, on a une suspension adaptative sur ce véhicule-là qu'on peut régler là, en mode normal et sport. Je la roule exclusivement en mode sport. On voit une petite différence là, sur l'amortissement.
Mais malheureusement, ce que je remarque ce véhicule-là, c'est que les ressorts sont beaucoup trop mous, là. On se promène, puis la voiture ondule sur la route. Évidemment, au Québec, les routes, c'est pas la meilleure qualité. Les passagers à la deuxième et troisième rangée m'ont rapporté que quelquefois, on est sur le bord du mal des transports. Donc, pas sûr. Je parlais à Gabriel, justement, là, avant de faire cette revue. J'y partageais mes observations. Puis il me disait, tu sais, Alexandre, au lieu d'avoir mis un système là, pour avoir de la direction aux roues arrière, pourquoi on n'a pas mis une suspension pneumatique sur ce véhicule-là? Puis c'est pas fou ce que Gabriel dit. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. Au Japon, Toyota vend le Century SUV, qui est la version VUS du Toyota Century, là, qui est comme la voiture porte-étendard. En fait, l'empereur du Japon se promène dans cette berline-là. Historiquement, qui avait un V12. Et savez-vous, c'est quoi le Century SUV? Bien, on est assis dedans. Au Japon, ils utilisent la plateforme TNGA, le K, qui essentiellement est la plateforme du Grand Highlander, Lexus TX et le Century SUV. Et là, je suis allé gratter un peu là, les spécifications. On a un 3,5 litres hybride branchable qui est la motorisation du TX 550H+, donc c'est de là qu'elle vient. On a une suspension pneumatique. Et on a la direction arrière. C'est beaucoup plus opulent comme véhicule. C'est un véhicule qui se détaille là, quand on fait une conversion de devise à 250 000 américains. Fait que c'est pas la même chose. Je pense qu'on est même au-delà de Lexus. Mais sur la plateforme, suspension pneumatique existe. Est-ce que Lexus pourrait penser pour l'année modèle 2026 à ajouter cette option pour un confort, là, ma foi, qui viendrait, je pense, justifier les 93 000 canadiens ici puis cette motorisation-là? Peut-être. On verra, mais ça, c'est une petite anecdote pour vous. Et là, on va décoller de façon plus soutenue ici. Là. En ce moment, le moteur est à l'arrêt. J'ai 50 de statut de charge là, dans la batterie du système hybride. À fond, ça va quand même vite. Honnêtement, 0-100 autour de 5,9 secondes. Et c'est ça qui m'a impressionné du TX, c'est que cette motorisation-là, moins rugueuse que ce qu'on a essayé cet hiver. Puis là, je suis retourné voir notre documentation. Je crois qu'on avait essayé un TX 350 avec juste la partie turbo et sans la partie hybride. Mais là, cet été, on est au mois d'août. C'est moins rugueux. Je trouve que le 4 cylindres a été raffiné un peu. Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été effectués pour l'année modèle 2025? Je le sais pas, mais c'est pas une critique que je vais donner. La rugosité, l'aspect sonore du moteur, je trouve que c'est comme neutre. J'ai pas vraiment d'opinion ici, c'est raisonnable. C'est pas un point qui me dérange. Mais vraiment, la douceur là, des changements, là, des modes de propulsion, c'est réellement impressionnant. Et aussi, ce qui est intéressant, si vous mettez le véhicule en mode manuel, bien là, vous avez vraiment 6 rapports de transmission physique bloqués avec une assistance électrique. Donc, si on avait un véhicule plus petit, je pense au RX, je pense que c'est le RX 500H essentiellement, bien, cette motorisation-là fait beaucoup de sens dans ce véhicule-là parce que, dans le fond, essentiellement, c'est vraiment le remplacement d'un gros V6. Changement de vitesse instantané, clic, troisième, ça va vraiment vite. Je vous conseille de mettre combiner l'instrument avec un tachymètre parce que lorsque vous changez de vitesse, l'aiguille est dans la partie power du compteur hybride, puis là, vous ne voyez pas le changement de vitesse, mais la reprise, je suis en troisième. Hey, c'est vraiment bien, là. Beaucoup de couple. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est lorsque le véhicule décolle, la cabine, elle se soulève beaucoup, les ressorts sont mous, mais aussi c'est parce qu'on peut passer de 70-30 d'un point de vue de ratio là, de la puissance avant-arrière à 20-80, donc réellement un comportement plus basé propulsion sur le décollage. Regardez, je décolle, là, je le sens que c'est le moteur électrique à l'arrière qui me pousse. Changement de vitesse, on est rendu en deuxième. C'est vraiment bien. Pour conclure notre segment sur la route là, avec le TX, bien, le seul aspect qui va rester à discuter, c'est la direction, la tenue de route. Je vous dirais que c'est assez neutre. Ce qui me surprend, c'est que le roulis est assez bien contrôlé sur ce véhicule-là. Donc, la suspension adaptative fait quand même bien son travail là, en mode sport. Mais, encore une fois, c'est vraiment c'est la partie des ressorts qui me déçoit beaucoup. Là, la cabine se promène beaucoup, mais côté direction, c'est une direction là, assez vague parce qu'on est dans un gros véhicule, mais c'est assez facile de placer le véhicule. Puis, on voit là, que ça a été là, calibré pour la performance, mais à la fin, dans un gros véhicule de même, là, on va pas aller faire de l'autocross, même que, en fait, ça serait drôle de faire de l'autocross avec un TX. Mais quand même, je pense que l'équipe chez Lexus a fait du bon travail. L'agrément de conduite IA
Honnêtement, c'est vraiment quand on embarque sur l'autoroute que ça prend tout son sens, ce véhicule-là. En ville, c'est assez lourdeau, là, puis ça brasse pas mal. Voyons, je comprends pas. Si c'est un port NACS ou si c'est un port combo, comment ça fonctionne, cette voiture-là? C'est quoi ça, du E20, E80 essence, de l'essence? C'est quoi de l'essence? Blague à part, ça nous amène à la fin là, de cette revue du Lexus TX. Il est derrière moi ici. Honnêtement, on va terminer sur une note mitigée. Je suis un peu déçu de certains aspects, là, surtout des aspects de qualité. Assemblage, tout ça, le prix super élevé, surtout avec ce que je vous ai montré d'un point de vue de qualité. Agrément de conduite, c'est bien. La motorisation, je me suis réconcilié avec. Confort des passagers, j'ai rien à dire. Ça, c'est excellent. C'est absolument excellent. Les sièges, bravo Lexus. Mais comme je vous dis, je pense qu'on est mieux avec un Grand Highlander. Le Grand Highlander, c'est réellement, le prix est bon. Puis en réalité, c'est le même gabarit, c'est le même véhicule. On va chercher quelque chose de mieux avec le Grand Highlander. C'est à voir, mais c'est pas nécessairement un mauvais produit, mais je pense qu'il y a certains éléments qui... c'est difficile pour nous de le recommander. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette revue. Pensez à nous laisser un petit like, vous abonner à la chaîne et même peut-être nous laisser un commentaire. Là. On peut discuter. Êtes-vous d'accord? Est-ce que j'étais trop dur avec le Lexus? Moi, je crois pas. Anyway, sur ce, on se laisse là-dessus.